Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de preview de la 6700, j'ai pas l'appareil photo, on va juste ici parler comme habituellement de tout ce qu'il va avoir de nouveau en se basant sur sa fiche technique, enfin, tout ce qu'il va avoir d'intéressant, mais déjà je peux vous dire que l'appareil photo est vachement intéressant, il est vendu au prix de, si on peut regarder ça, hop, 1699 €. Donc ça fait que c'est en gros une FX30 en moins cher. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de grosse évolution sur le boîtier, c'est ce qui va être dommage. C'est le deuxième appareil photo qui inaugure ce capteur Sony de 26 millions de pixels qui doit forcément être un dérivé de ce qu'ils offrent chez Fujifilm, puisque c'est la même comment dire, définition, même si voilà, il n'y a pas la matrice X-Trans et que l'autofocus est matricé pour les Sony. Ce nouveau capteur est plutôt bien sur la FX30 et voilà, basiquement l'intérêt, un des gros intérêts de cet appareil photo, c'est d'être une FX30 moins chère avec des évolutions. Hein. C'est parce que ce que je voulais dire, c'est juste que Sony capitalise quand même vachement en ce moment sur ces nouvelles technologies et ils les mettent dans de nouveaux appareils photo comme celui-ci, donc le nouvel autofocus, mais on va un petit peu parler de ça en allant sur la fiche technique. Juste en passant, dans la description, si vous voulez me suivre sur Instagram et voir un peu ce que je fais un petit peu plus habituellement dans la vie et peut-être avoir des news photos, et ben vous pouvez y aller. Et voilà, si vous voulez aussi parler sans avoir besoin de mettre un commentaire et que tout le monde voit, vous pouvez venir me parler aussi sur Instagram. C'est la Chambre Noire de Goupil, mais je vous mettrai un lien dans la description. Donc on va passer directement là-dessus. Hop, et je vais peut-être, si on va faire ça, peut-être mettre ma tête. Hop, voilà. Ici, si ça gêne pas trop, pour l'instant ça gêne pas. Donc voilà, la 6700, l'appareil photo de 26 millions de pixels avec le AI Processing Unit, donc l'autofocus amélioré avec une nouvelle puce spécifiquement dédiée au suivi des animaux, donc qui marchera mieux. Et ça a été introduit avec la 7R5, donc c'est mieux que par exemple la 7IV. On a de la vidéo pour l'instant qui est indiquée comme oversamplé du 4K jusqu'à 60p, ce qui est plutôt pas mal, donc 60p APS-C. Vous avez aussi le 120, mais il n'est pas oversamplé puisque c'est de la lecture 1.1, donc ça crop vachement dans le capteur pour arriver à ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent un petit peu par ici, donc on va aller vraiment dans les spécifications. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Hop. Ils mettent pas tout. Il n'y a pas la fonctionnalité. Est-ce que c'est un truc séparé? Hop, désolé pour ça. Donc voilà, il y a toute la fiche de spécification. Je sais pas pourquoi on arrive directement tout en bas. Voilà, spécification et fonctionnalité complète, c'est ce qui va nous intéresser ici. Donc voilà, vous pouvez avoir le boîtier seul avec l'optique PZ qui est pas forcément la plus intéressante, même si vous pouvez du coup faire clear image zoom avec et en plus zoomer avec à partir du boîtier sans avoir à mécaniquement faire du zoom. Donc ça peut être intéressant pour filmer, et en plus il y a le mode clear image zoom qui maintenant maintient les fonctions intelligentes d'autofocus, ce qui est assez intéressant. Et on a une optique un petit peu plus haut de gamme, mais qui elle n'est pas PZ, donc elle n'offrira pas cet avantage d'être électronique et de pouvoir zoomer. Mais bon, voilà. Si vous avez, si vous achetez ce boîtier, je pense que vous voudrez une optique un petit peu plus intéressante que ce qui est offert avec ces deux-là. Donc, bien évidemment, c'est de la monture E. Donc, si c'était FE, ce serait plein format. Donc, E, c'est monture APS-C, bien indiqué ici. Hop. 27 millions de pixels effectifs, mais 26 millions de pixels pour tout ce qui est interpolation et pour les collimateurs autofocus. Donc je vais pas passer trop longtemps là-dessus. Ce qui est chiant, c'est qu'ils ont laissé ça ici. Donc on a 3 tailles de résolution, ce qui est intéressant. Vous pouvez avoir 13 millions de pixels 26 et 6,4. C'est pas offert par toutes les marques.
Et là, on a la possibilité d'avoir du JPEG et du AIF en fonction du RAW, avec plusieurs compressions de RAW qui sont indiquées je ne sais pas où, mais qui doit être par là. Donc on a le XAVC-S qui va être intéressant, HS, et on n'aurait pas le SI dessus. Si, il doit y être, mais il doit être indiqué un petit peu plus bas. Donc toutes les compressions maintenant qui sont disponibles chez Sony, donc pour filmer, voilà, c'est toujours assez intéressant, puisque on aura accès à plusieurs types de formats, à savoir du H264, du H265 et du H264 moins compressé, intra-frame, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a bien voilà, 119,88 images par seconde. Hop, et on aura toutes les options qui sont ici, donc en XAVC HS 4K, XAVC S, et voilà, on a bien le SI qui est ici, donc je vais vous laisser regarder. Donc 4.2.0, donc sachant qu'un des plus intéressants, ça reste le HS, puisqu'il y a plus d'informations dans le fichier qui est compressé, mais ça demandera à l'ordi un petit peu plus de travail, et le SI c'est beaucoup moins compressé, donc c'est beaucoup plus facile à lire, et il y a beaucoup plus de données de base que par exemple sur celui-ci, mais c'est pas dit par rapport au H265, mais du coup ça fera moins travailler l'ordi, mais vous aurez bien évidemment besoin de plus gros disques, parce que ça prend beaucoup plus de place. Et donc c'est les fichiers voilà, où on a le plus de taille de fichiers, puisque pour, en gros chez Sony c'est comme ça, en non compressé, vous avez 60, ce sera 600 mégabits, voilà. Vous avez 29, enfin 30, vous aurez 300, voilà, vous comprenez, 25 c'est 250, et on a 240 mégabits par seconde ici, le tout en 4.2 de 10 bits, et vous voyez qu'on n'a pas le 120 images par seconde lorsqu'on est dans le XAVC SI, donc ce sera forcément du compressé, soit H265, soit aussi en H264 XAVC S. Sachant que là c'est du HD, il n'y a pas du 4K XAVC... C'est marrant. Parce qu'ils n'indiquent pas que le XAVCS est en 4K. Normalement, oui. Mais il faudra vérifier ça. En théorie, ça y est. Mais sinon, eux, ils indiqueraient qu'il n'y a que le HS. Ce qui me semble un petit peu étrange. Donc, des fois, ils se trompent un peu dans leur fiche technique. Je pense qu'en S, il y a aussi le 4K. Parce que je vois pas pourquoi il y aurait en SI et en HS. Et qu'en HS, il n'y aurait pas le HD. Ils ont dû un petit peu oublier des choses. Là où le bas blesse, on va avoir qu'un seul emplacement de carte, donc c'est pas vraiment une FX30 de ce côté-là, puisqu'elle avait deux ports de carte, et donc les mêmes que la FX3, et donc c'était SD plus CF Express de type A. Du coup, vous pouvez quand même enregistrer le 120 images par seconde sur une carte SD V90, et à mon avis, c'est pour ça qu'on n'a pas accès aux 120 images par seconde lorsqu'on est en XAVC à 4K, même si, voilà, j'aurais tendance à dire pas forcément, parce que je crois que le A7S3 n'avait pas non plus le 120 images par seconde en non compressé. EV-3 à 20, c'est classique. Pour du... Alors ce qui est marrant, c'est que Sony, usuellement, vous allez voir ça, vous n'allez pas être impressionné, parce que voilà, c'est optique à f2, donc c'est pas genre avec une optique qui va être pleine ouverture comme chez Canon, ils font f1, 2, ce qui est beaucoup plus facile à atteindre EV-7 avec ça, mais c'est plutôt des infos conservatrices. Moi j'ai toujours plus facilement fait l'autofocus avec des Sony, hein, sachant que j'ai un R3, un A7 IV, donc l'A7 IV fait des fois et souvent mieux que le R3, donc voilà, c'est un peu conservateur et ça marche bien. Donc voilà, on a humains, animaux, oiseaux, insectes. Donc dû à la nouvelle puce spéciale, donc ce qui était indiqué au début, donc la puce d'intelligence artificielle. Et donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Plein de choses, je vais vous laisser regarder, c'est pas forcément les choses les plus intéressantes. Voilà, mesure. Pareil que l'autofocus, compensation d'exposition. Sur la molette, hein. Pas lorsque vous êtes en... Comment dire ça? Parce que ça qui est bizarre chez Sony, c'est que vous pouvez aller que jusqu'à -2, je crois, si vous passez pas par la molette de compensation d'exposition. Ce qui est un petit peu bizarre.
vue anti-scintillement, donc on doit avoir, comment dire ça, l'obturateur variable comme sur tous les Sony modernes. Là, le petit problème, voilà, c'est le viseur, un gros problème que j'ai avec cet appareil photo là, j'aurais pu le trouver intéressant, mais moi le viseur, s'il n'est pas bon, c'est rédhibitoire. C'est le même viseur qu'on avait sur l'A6600, on n'a pas une grosse évolution de ce côté là. Et du coup, on a un viseur tout petit, 1 cm 0,39 de 2,359 millions de points, à savoir que la dalle, c'est ce qu'il y avait sur l'A7 II. Donc c'est vraiment pas génial. Le grossissement, c'est de 1,07. Donc c'est alors c'est un peu étrange parce que c'est 1,07. Est-ce que c'est par rapport à l'APS-C 35 000 voilà, c'est ça. C'est grossissement APS-C. Et là, vous avez le grossissement de 35 mm, donc plein format. Ce qui n'est pas énorme en soi. Puis en gros, la référence, c'est de vous montrer, en gros, si vous regardiez une image, format APS-C, ça indique comment vous la verriez dans le viseur. Donc un petit peu plus grosse, sauf que par rapport à du plein format, c'est un tout petit viseur, à savoir que on tourne autour des 74, 78, voire 90 maintenant chez Sony. Donc pratiquement, pratiquement rapport 1. Mais surtout que le viseur est tout petit là-dessus, et c'est pas vraiment le viseur le plus agréable, même s'il est placé à un endroit où si vous êtes œil droit directeur, ça passera, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont œil gauche, même s'ils sont droitiers, ce que je comprends pas forcément. Bon, on va passer un petit peu là-dessus. Le relief d'œil est pas forcément mauvais, mais voilà, c'est pas le viseur qui sera le plus excellent, et en plus, côté écran, on est toujours sur le même écran qu'on avait sur la 7.4, qui est fortement décrié, même si pour moi la luminosité c'est pas pire que par exemple l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer, qui est le S5 Mark II, hein, et si vous voulez le test, il arrivera bientôt. C'est juste que comme je le fais en 6K, c'est très très long à faire. On a jusqu'à 2 fois en clear image zoom, 1,5 en 4K, donc 1,5 c'est la limite pour pas avoir une vidéo qui devient horrible, mais vous avez un grossissement qui est plus élevé, c'est juste que c'est plus du clear image zoom à peu près. Après. Une autre différence avec la FX30, c'est qu'on a un obturateur mécanique, et là, ça reste un petit peu dommage, hein, mécanique, comme sur le A6600, à mon avis, c'est exactement le même obturateur, limité à 1/4 millième de seconde, et si vous voulez avoir de l'obturateur électronique, ce qui va être un petit peu plus intéressant, même s'il y aura pas mal de rolling shutter dessus, pas mal. Ça reste quand même mieux que ce que fait un plein format, type par exemple Lumix S5 Mark II, ou à 7.4, là on aura un 1/8 de seconde. Hop. Qu'avant, donc voilà. Un stabilisateur d'image. Normalement c'est la nouvelle stabilisation qui est censée être un petit peu meilleure. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, parce que c'est peut-être la même version qu'il y avait sur l'A6600. Tac, tac, tac. Voilà. Vitesse de la rafale, 11 images par seconde, quoi qu'il arrive, donc c'est pas beaucoup. Ça reste du Sony typique, hein, à part le A1 et le A9, qui font respectivement le A1 30 images par seconde et le A9 2 20 images par seconde. Là, on reste à 11 images par seconde, que ce soit en électronique ou en mécanique, ce qui est très peu. Et comme on reste sur une seule SD, ce sera pas forcément génial à 26 millions de pixels. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Sony a jamais été les meilleurs pour optimiser leur rafale, et ça se voit, hein, parce que ça marche sur la CF Express de type A. Mais là, force est de constater que ça ne marche pas vraiment très très bien. 143 images, c'est pas énorme, hein. Sachant qu'avec une SD V90, le Lumix S5 Mark II, en non compressé, fait 200 images. Même s'il faut 1 minute 30 après pour retrouver le buffer. Donc voilà. Hop. Truc pas forcément super intéressant. Et après, on verra pas forcément des trucs. Donc voilà, 4K. On a un micro type D aussi, voilà, là ça le bas blesse aussi, parce qu'en fait ils ont fait le choix de différencier, comment dire ça, avant sur la 6600,
la carte était dans la trappe de batterie. D'ailleurs, elle a la batterie, comment dire ça, A7, donc la FZ100, c'est ça. Et donc c'est la batterie qui tiendra vraiment super longtemps, et donc l'appareil photo de ce côté-là marchera bien, sauf que du coup ils ont mis la carte de l'autre côté, et donc ça permet pas d'avoir un port HDMI pleine taille, ce qui est un petit peu dommage. Moi j'en ai marre de me trimballer des adaptateurs pour mettre mes HDMI plein format. Là, quand je suis sur le Lumix et que je passe sur mon Atem Mini, qui est juste ici, non je peux pas le voir puisque je suis en train d'essayer de montrer à mon écran, parce que là je peux switcher comme ça direct, et en plus j'ai le lot en temps réel, ce qui fait que c'est mon lot que j'ai mis directement là, et j'ai pas à me préoccuper d'avoir un profil que je trouve pas bon, puisque là c'est directement tel que j'ai envie de l'avoir, tel que je l'aurais mis sur l'ordi, mais on n'est pas là pour parler de ça. On va continuer du coup. Donc il y a de la diffusion USB, donc pour faire du live, qu'on peut avoir maintenant en 4K, ce qui est plutôt pas mal, 30 images par seconde, ce qu'on n'avait pas avant, et même en 25 images par seconde. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Ce qui n'était pas le cas sur l'A7 IV par exemple. Donc voilà, c'est une FZ100 comme je l'ai dit. Et voilà, ils sont un petit peu pessimistes, mais ça marche vraiment très très bien. Surtout en enregistrement vidéo, ça marche mieux que par exemple le S5 Mark IIX que j'ai ici. Même si apparemment le boîtier, il n'est pas vraiment fait pour tourner longtemps en 4K 120 images par seconde. Il surchauffera assez vite dans les 20 minutes. Ce qui est à peu près ce que fait mon R3 par exemple en 4K 120. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire d'autre. Donc voilà, il y a le nouveau processeur, la stabilisation, mais comme vous voyez, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? On peut peut-être parler du boîtier si j'arrive à retrouver ce qu'il faut là. Alors, si je reviens en arrière, y a-t-il des images du boîtier qu'on peut voir un petit peu plus l'arrière? Parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à signaler. Il y a une nouvelle molette à l'avant, donc maintenant on a les contrôles complets à la Sony, qui est une inspiration, comme je le dis d'habitude, de Canon et Nikon, à savoir, Sony a pris les deux molettes Nikon plus la roue de commande arrière de Canon pour faire un système où on peut changer les ISO, la vitesse et l'ouverture en même temps, et donc ils ont rajouté une molette à l'avance que n'avait pas la 6600. Par contre, ils ont laissé cette architecture où on n'a pas de joystick, donc c'est un petit peu embêtant, même si on peut quand même utiliser l'écran, donc une partie de l'écran pour sélectionner le point. Ça marche quand on n'a pas le joystick, donc ici ça marchera je pense très très bien. Aussi on a un switch similaire au Sony A7 moderne, donc A7 IV et A7R5, à savoir qu'on a notre molette de mode, mais en dessous on a une molette qui permet de changer d'environnement photo, vidéo et SNQ, donc qui permet d'avoir 3 customs par mode photo vidéo et SNQ, qui est quand même assez intéressante au final. Mais voilà, on voit ce boîtier qui est quand même plutôt intéressant, mais la fiche technique déjà elle n'est pas énorme puisqu'on reste sur du Sony de base. Alors, on aurait bien évidemment tous les profils du S-Log 3, le S-Cinetone, ce que vous voulez, et voilà, faudra voir pour tout ce qui est Wi-Fi, voilà ce qu'ils vont vous dire assez intéressant, puisque c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais voilà, on voit bien voilà, la molette qui a été ajoutée, on a le switch qui est juste en dessous ici, là qu'on voit pas, pour le... Pardon, je vous l'indique ici alors que je vous le montre pas, donc là on a la nouvelle roue, molette avant, ici on va voir en dessous, ici juste un truc qui dépasse pour vous indiquer photo, vidéo, SNQ, d'ailleurs on le voit là, c'est un petit peu cranté, mais par contre on a ce viseur qui fait absolument rikiki. On a quand même la multi-interface, la prise multi-interface pour mettre le XLR K3M, donc pour avoir l'audio en 24 bits, même si on reste sur du MP4, et d'ailleurs c'est le seul moyen sur un Sony d'avoir l'audio en 24 bits, sinon on reste en 16 bits, puisqu'on n'a pas de point mauve comme sur d'autres appareils photo. Et donc voilà de ce côté-là. Après vous voyez, voilà, c'est assez réminiscent de ce qu'on avait soit sur la 7C ou sur le
tout simplement la 6600. On n'a pas de molette, c'est ce qui est un petit peu dommage. Donc on peut, comment dire, programmer l'écran pour avoir du tactile ici et pour pouvoir changer le point, ce qui n'est pas forcément la moins bonne technique du monde. Par contre, on a toujours un bouton FN ici qui va servir absolument à rien. On ne voit pas le haut du boîtier ici, mais le bouton d'enregistrement a été replacé avec un custom, je crois qu'on le voit ici, derrière, donc pour qu'il soit mieux placé que avant, ici. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le boîtier. Je vais juste regarder un petit peu s'il y a d'autres choses à dire. Parce qu'il y a un truc qui est assez étrange. Donc voilà, l'avantage que va avoir ce boîtier sur la FX30 par exemple, c'est qu'il a le nouvel autofocus que n'a pas la FX30. Mais pour tout le reste, la FX30, même si elle coûte bien plus cher, vous allez avoir des trucs un petit peu plus sympas, comme tout ce qui va être contrôle un peu cinéma, puisqu'on n'a pas le mode ciné EI là-dessus, donc les contrôles spéciaux pour le log qu'on n'a pas, hein. Vous mettrez juste votre S-Log sans avoir la possibilité de switcher entre les ISO natifs, à savoir 800 ISO et 2500 ISO, me semble-t-il, là-dessus. Et vous n'avez pas, comme je vous l'ai dit, les 2 ports de carte qui seront aussi en CF Express de type A. Mais ce qui est intéressant sur la FX30, ça veut dire qu'elle n'a au final pas besoin de CF Express de type A, vu que tout est à peu près possible sur le A6700, à moins que vous me disiez dans les commentaires quelles est des choses intéressantes qu'on ne peut pas faire avec ce boîtier-là. Mais voilà, et il va y avoir aussi, voilà, un truc que je voulais dire, on n'a pas le nouveau mode de stabilisation qu'a le ZV-E1 où ça devient absolument magique et ça se maintient super bien. Non, on n'a pas le nouveau mode de stabilisation électronique, on n'a que le, je vais plus m'en souvenir, la stabilisation qu'il y avait sur la 7.4 et sur la 7S3. Pour m'en rappeler. Hop. Donc c'était... D'accord. Pourquoi tu veux pas te remettre... Bon, bah, c'est pas terrible. Ah oui, je vais mettre en vidéo, ça sera plus facile. Voilà, la stabilisation active. Voilà, tout ça pour dire ça. Je reprends mon A7 IV. Hop. Donc voilà, si vous voulez un APS-C qui marche vraiment très très bien, avec la monture Sony qui coûte pas trop cher, c'est peut-être votre boîtier, mais comme d'autres diraient, il y a quand même de l'eau qui est passée sous les ponts, et on a maintenant une offre qui est beaucoup plus complète, même en plein format, par exemple lorsqu'on prend un R8, alors certes il n'a pas l'autofocus de cet appareil photo, hein, mais il a quand même des avantages comme être plein format, aller jusqu'à 60 images par seconde en plein format et des choses dans le genre. Vous n'avez peut-être pas besoin du 120 images par seconde, surtout que c'est pas du 120 images par seconde APS-C, c'est du 1 pour 1. Donc ça fera plus une image type micro 4 tiers en termes de taille. Et donc la qualité, bien évidemment, quand on est sur du, pas de l'oversamplé, mais du 1:1, sera beaucoup moins bonne que ce qu'on avait par exemple avec la 7S3 qui est du plein format, sauf que vous pouvez juste pas utiliser la stabilisation active lorsque vous êtes en 120 images par seconde comme la FX3. Mais voilà, là c'est un petit peu dommage quelque part. Mais voilà, si vous êtes Sony, que vous êtes satisfait par ce que fait Sony, ça peut être intéressant pour vous. Comme je vous l'ai dit, ce qui est noté, c'est que le boîtier est quand même assez petit, et donc comme la 7.4, et encore plus que la 7.4, et comme le ZV1 par exemple, on sera sujet à vachement de surchauffe sur le boîtier. Donc à voir à quel niveau c'est, mais par exemple ici, quand on est en plein été,
Je sais que par exemple le S5 Mark II X, il va pas surchauffer parce que y a ce ventilateur, même si je risque d'avoir une plus petite batterie, là je suis obligé d'être sur la powerbank pour être sûr que ça va tenir tout le temps, même si la vidéo elle est pas si longue que ça. Donc voilà. Le boîtier en lui-même, il est pas mal, il capitalise sur vachement de technologies assez cool de Sony. On a un log qui a toujours une des meilleures dynamiques, voire la meilleure dynamique qui existe, avec le log Fuji, parce que je le rappelle, un log Panasonic, il a beau être bien, le V-Log, il va pas au niveau de ce que fait Sony au final, et je l'ai bien découvert lorsque j'ai fait mes luttes, c'est qu'au niveau des saturations et des informations dans les couleurs et dans la dynamique, eh ben on est quand même un peu en dessous de ce que fait Sony. Donc voilà, on reste avec un avantage où il y a plein d'optiques, comme par exemple le 200-600, qui seront très très bien avec cet appareil photo, hein, puisque on est sur l'APS-C qui aura le meilleur autofocus du marché. Hein. Il n'y a pas d'autre option. Hein. Fujifilm, c'est pas les meilleurs en termes d'autofocus. Ça, ce sera ce qui se fait de mieux. Mais vous avez le compromis d'avoir une seule carte SD, un micro HDMI, d'avoir certes du 4K 120, mais qui est vachement limité. Mais vous l'avez au final, parce que voilà, on a beau le répéter, voilà, par exemple, les pleins formats qui coûtent 2400, 2800 euros, il n'y a que le R6 Mark II qui fait du 60 images par seconde en plein format. Là, on a déjà du 60 images par seconde qui est dans le format natif du capteur, natif en 16 neuvième, et puis voilà. C'est juste que ça paraît un petit peu, comment dire ça, c'est pas un choix évident en soi, parce qu'il y a quand même aujourd'hui plein de choses intéressantes sur le marché, et ça fait un petit peu se poser des questions. C'est un très bon hybride, mais voilà, pour les pros, ce sera pas quelque chose d'intéressant si vous voulez de la redondance. Donc voilà, ça reste un peu une période où il y a plein de choses qui sortent, qui sont oui c'est bien, mais voilà, ça pourrait être un petit peu mieux. Donc j'aurais pas plus de choses à dire sur le boîtier. Boîtier, bon rapport qualité-prix, mais avec les défauts qui vont avec, mais tout en étant un Sony moderne qui aura une très très bonne qualité d'image, mais voilà, avec des compromis, dont par exemple ce viseur que personnellement je sais que je n'apprécierais pas. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez discuter un peu sur le boîtier ou d'autres boîtiers au final, hein, puisque là je teste le S5 Mark II et un peu voir un petit peu des comparaisons avec ce qui se passe à côté, puisqu'on a aussi le R7 qui lui fait 30 images par seconde à côté de ça, qui aura à peu près ou un petit peu plus de rolling shutter, mais voilà, il y a quand même de la grosse concurrence à côté. On peut pas juste dire voilà, c'est un appareil photo génial et bravo Sony. Ils en vendront et ça marchera très très bien. Mais voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. C'est là que j'arrête.